Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Contexte à Bruxelles. Très heureuse de vous retrouver pour ce live consacré à la méthode van der Leyen. Je m'appelle Lucille Bréau, je suis responsable éditoriale de notre bureau de Contexte à Bruxelles et nous sommes donc ensemble pour 45 minutes. Notre regard, notre obsession, comme toujours, vous proposer l'information la plus utile possible. On est donc ensemble pour 45 minutes pour explorer l'année qui vient de s'écouler. Ce format, je le rappelle à chaque fois, mais c'est évidemment, bien sûr, comme toujours aussi, le vôtre. Nous sommes là pour échanger en direct grâce à vos questions. Alors allez-y, n'hésitez pas à les poser dès maintenant dans le chat. Il y a un an, presque jour pour jour, les dirigeants des 27 États membres de l'UE s'accordaient en Conseil européen pour soutenir un nouveau mandat d'Ursula von der Leyen. Depuis, sa pratique du pouvoir a évolué vers ce qu'on pourrait appeler une forme d'hyper-présidence. Alors comment ce système, cette concentration des pouvoirs a-t-elle vu le jour? Que nous apprend aussi la multiplication de ce qu'on appelle les dialogues stratégiques? On va y revenir un peu plus en détail, initiés par la présidente de la commission, ces questions, mais bien sûr les vôtres. Alors allez-y, je les attends en direct dans le chat. Avec moi aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions, deux journalistes de contexte les plus à même de vous éclairer. Jean-Sébastien Lefebvre, bonjour. Bonjour, Lucie. Jean-Sébastien, tu es rédacteur en chef du bureau de Contexte à Bruxelles. Tu couvres depuis un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant tout ce qui se passe dans cette bulle et il s'est passé beaucoup de choses. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Jean-Sébastien ? De comment, dans la nouvelle structure de la Commission, une tendance de la centralisation qui existait déjà par le passé s'est encore accentuée. Merci Jean-Sébastien et Arthur Bamas. Bonjour. Bonjour Lucille, bonjour tout le monde. Arthur, tu es également journaliste pour Contexte à Bruxelles pour notre édition agro. De quoi vas-tu nous parler toi aujourd'hui ? Je vais vous parler d'un outil qui a été mis en place pour mettre en œuvre cette nouvelle pratique du pouvoir, un mot qui est devenu un peu à la mode dans les limites de la bulle européenne, c'est les dialogues stratégiques. Merci beaucoup Arthur, on plonge tout de suite dans le cœur du sujet. On attaque avec notre première partie sobrement intitulée Van der Leyen 2, un système pyramidal. Une chose nous a frappé chez Contexte dès le début du second mandat d'Ursula von der Leyen, ça vous a peut-être frappé également, vous en ligne, c'est sa capacité à développer ce système de concentration des pouvoirs qui est en fait assez inédit. Alors, Jean-Sébastien, tu as enquêté avec Anna Hubert, notamment de Contexte Énergie, sur les coulisses de ce moment politique. Cela a donné un beau bébé, un beau papier, Van der Leyen 2, l'hyper-présidence, qu'on va vous partager en direct dans le chat. Deux constats avant de prendre vos questions. Jean-Sébastien, le premier est évidemment pour toi. Dès la présentation de ce second collège, on a senti vraiment une volonté de contrôler la machine beaucoup plus forte que précédemment. Tout à fait. Alors, il faut savoir, la présidente de la Commission, elle doit faire comme les autres, ça veut dire concilier le fait qu'elle a 26 commissaires à organiser, mais dans la structure que Ursula von der Leyen a mis en place et dans les personnalités en plus qu'elle a choisies, on a vu une volonté déjà d'écarter dès le départ les personnalités un petit peu fortes. On l'a vu avec l'épisode Thierry Breton qui s'est fait écarter à la sortie de l'été de la Commission européenne, alors que la France l'avait déjà proposé comme commissaire dès le mois de juin, juillet, dans ces eaux-là. Et en fait, dans la façon dont elle a construit les pôles de travail sur les différentes thématiques, etc., elle a mis des vice-présidents, au fond, avec une expérience assez faible des institutions européennes, et à l'inverse, des commissaires, parfois, qui ont plus d'expérience ou qui sont plus proches d'elle, sur le plan politique, en charge des dossiers clés. On le voit, par exemple, pour le vice-président exécutif français, Séjourné. Oui, il a un portefeuille large parce qu'il est vice-président exécutif, mais en dessous, il a des commissaires assez capés qui, au fond, on le sait, répondent plutôt directement à la présidente. C'est Šefčovič qui est au commerce, c'est aussi Valdis Dombrovskis à l'économie. Oui, bien sûr, techniquement, sur le papier, ils sont dans le pôle que gère Stéphane Séjourné, mais à l'inverse, on sait que ils sont directement en lien avec Ursula von der Leyen sur les dossiers clés. Et ce sont des gens qui connaissent extrêmement bien la machine, puisqu'ils sont là depuis une quinzaine d'années, contre Stéphane Séjourné, qui vient juste d'arriver et qui est encore dans une phase, on va dire, d'apprentissage et de montée en puissance. Donc si on te résume, une tentation de couper un petit peu les fortes têtes, un peu tout ce qui dépasse et qui peut faire potentiellement de l'ombre, et aussi un risque pour les VPE de se faire un petit peu bypasser par les commissaires. Est-ce que ça, c'est
C'est quelque chose qui est inédit, c'est quelque chose que tu as pu observer sous d'autres mandats précédemment. Est-ce que c'était la même chose sous Juncker, sous Barroso? Alors, une commission avec aussi peu de fortes têtes, on n'en a jamais vu de comme ça. C'est-à-dire que même dans la première commission von der Leyen, on avait Vestager qui était à la concurrence, on avait Franz Timmermans qui était aussi un vice-président, avec des gens avec une grosse carrière politique, une forte personnalité, des ambitions et aussi une expérience de la pratique du pouvoir européen. Là, on a vraiment des gens qui viennent d'arriver, qui ont des profils, on va dire, moyenne gamme, hein, c'est pas non plus des inconnus, ou voilà. Voilà. On est quand même sur quelque chose d'assez différent. Et après, dans la volonté de structurer, en éclatant un petit peu les compétences un petit peu partout, en faisant en sorte qu'il n'y a pas vraiment comme la fois précédente aussi, avec Thierry Breton, qui avait tellement de directions générales, il y en avait 3 au total, qui faisaient qu'il était puissant, même sans être vice-président. On n'a pas ce cas de figure-là, ce qui leur laisse assez peu de place, finalement, pour exister. Arthur, dans ton secteur à toi, hein, qui est pour le coup de l'agriculture, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer? On va rappeler que le commissaire s'appelle Christophe Hansen. En ce qui te concerne, est-ce que tu as l'impression que tout s'arbitre aussi au dernier étage du Berlaymont aujourd'hui? Oui, en tout cas, c'est quelque chose que plusieurs parties prenantes et aussi des sources diplomatiques nous font, qu'elles nous partagent assez régulièrement, c'est que le dernier étage de la Commission européenne a la main sur beaucoup de dossiers, y compris lorsqu'on parle de sujets assez sectoriels. On a plusieurs exemples. Il y a eu par exemple la question des importations agricoles en provenance d'Ukraine, qui est un sujet très sensible, par exemple en France, mais aussi dans certains pays d'Europe de l'Est. La Commission européenne devait présenter avant début juin un projet de révision de l'accord commercial entre l'Union européenne et l'Ukraine, et finalement Ursula von der Leyen a bloqué le texte parce qu'elle ne voulait pas remettre une pièce dans la machine, relancer ce sujet sensible juste avant les élections en Pologne. Et elle l'a bloqué, on sait de quelle manière, elle a pris son téléphone en disant on sait que les commissaires n'avaient pas la main là-dessus, ni le commissaire, et que en fait Ursula von der Leyen avait passé la consigne de dire écoutez, on n'a pas de négociation avec les Ukrainiens tout de suite, alors que on s'attendait, vu que ça fait au moins 1 an qu'on sait qu'il doit y avoir cette révision, tout le monde attendait un texte très tôt, on le disait même à la base à l'automne 2024. Donc il y a cet exemple-là. Et après, plus largement, il y a aussi d'autres sujets. Typiquement, ce qu'on attend le plus dans notre édition agro, c'est la réforme de la PAC. Bien et sûr. Aussi, on a beaucoup d'incertitudes sur le budget dont disposera la nouvelle politique agricole commune. Le commissaire à l'agriculture, Christophe Hansen, a pris position pour défendre l'architecture à 2 piliers, pour défendre une enveloppe dédiée à la PAC, une enveloppe budgétaire forte, pardon. Et en fait, il dit ça, mais à chaque fois qu'il l'explique, il dit c'est ma position personnelle, et il reconnaît lui-même, il le dit depuis plusieurs semaines, que de toute façon, ce n'est pas lui qui prendra l'arbitrage sur le budget de la PAC, et que finalement, ça dépendra en grande partie d'Ursula von der Leyen. Une position qu'il a posée, y compris dans un entretien qu'il vous a accordé il y a quelques mois à toi, Arthur, et à Lou Roméo pour Contexte Agro, et qu'on vous invite évidemment à relire et qu'on pourra vous partager évidemment dans le chat si nécessaire. Jean-Sébastien, donc, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que dans l'ombre, Ursula von der Leyen, elle est un petit peu au sommet de la chaîne alimentaire là en ce moment de la Commission, si on peut le dire comme ça. Mais elle n'est pas seule, finalement. Dans l'ombre de la conservatrice allemande, il y a aussi un homme qui tient les rênes que le grand public ne connaît pas forcément. Alors ceux qui ont l'habitude de naviguer dans cette bulle connaissent ce personnage, mais dans notre audience, il y a aussi des gens peut-être qui vont découvrir son nom. Il s'appelle Björn Siebert et c'est son directeur de cabinet. Alors, d'où vient-il et comment est-ce qu'il interagit dans cette équation, dans ce duo? Alors, d'où il vient? De Berlin. C'est-à-dire qu'il travaillait déjà avec Ursula von der Leyen avant qu'elle devienne présidente de la Commission européenne. Et en 2019, quand elle a été choisie par les chefs d'État, il est venu avec elle à Bruxelles pour déjà prendre la tête de son équipe. Le rôle, c'est vraiment Ursula von der Leyen, c'est la présidente, elle aime représenter, faire les déclarations à la presse, etc. Et lui, c'est vraiment le fidèle parmi les fidèles qui travaille je ne sais pas combien d'heures par jour, qui ne s'arrête jamais et qui est là pour tout vérifier. Il est sur tous les arbitrages. Il est à la fois celui qui va mettre en branle la machine de la Commission européenne quand il estime qu'il faut, mais c'est aussi un goulot d'étranglement parce que tout remonte au niveau du cabinet
et de son directeur. C'est celui qui va justement faire les arbitrages. Finalement, c'est vraiment la cheville ouvrière d'Ursula von der Leyen. Il est craint dans la machine parce il est capable de s'emporter, c'est ce que nous racontaient les gens avec qui on parlait. Après, on lui reconnaît aussi un côté très brillant, maîtrise des dossiers. Voilà, on va dire les heures de travail finissent forcément par payer. Voilà. Après, cette figure, on va dire, du chef de cabinet du président ou de la présidente existait déjà chez Juncker. On avait Martin Selmayr à l'époque qui était surnommé l'ogre du Berlaymont. Tout à fait sympathique. Et qui avait aussi ce côté, à la fois, il était capable de mettre en musique ce qu'il fallait faire politiquement et de réveiller la machine quand il y avait besoin, et en même temps terroriser, t'es accusé de népotisme, tout ce qu'on veut. Là, l'impression quand même qu'on a, c'est qu'on est allé encore un cran plus loin parce que la volonté de vérifier ce qui se passe est beaucoup plus large, va beaucoup plus loin sur beaucoup plus de dossiers. Dans la commission précédente, on avait encore cette idée que les commissaires avaient une marge de manœuvre et que le cabinet finalement en soi intervenait dans les dossiers très prioritaires où là où ça coinçait, il fallait arbitrer, mais qui avait une capacité de vie autonome, on va dire, du collège des commissaires. Que là, on est quand même rendu dans la situation où on a des commissaires en charge de certains sujets qui apprennent par voie de presse ce qui va se passer sur leur dossier. On a eu le cas dans le papier, on en parle, du commissaire à la Défense, qui, selon nos informations, a appris le jour même de l'annonce par von der Leyen du fonds Rearm Europe que le fonds était lancé. Il y a une question d'ailleurs précisément au sujet de la défense qui nous arrive d'Anita en ligne et qui nous demande justement quelles conséquences cette centralisation a-t-elle sur les dossiers clés comme celui de la défense. Déjà, ça s'illustre peut-être par l'exemple que tu viens de donner, qu'on a des commissaires qui apprennent par voie de presse les arbitrages, mais quelle est l'incidence derrière ? Est-ce que ça change quelque chose à la dynamique ? Est-ce que c'est de nature à influer d'une manière ou d'une autre ? Alors, sur la dynamique, on va dire, au niveau des états, des priorités qui fixent, pas forcément, c'est plus dans l'élaboration du travail de la commission. Ce qu'on a remarqué, c'est ce travail sur le livre blanc de la défense, donc qui est sorti, là j'ai un petit trou de mémoire, il y a quelques mois, ou quelque chose comme ça. Un mois ou deux. Le souci qu'il y avait à une époque à la commission, c'est que personne ne savait ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée à la commission que, oui, bien sûr, c'est la DG Défense qui s'en charge, défi, mais c'est bien aussi d'avoir des retours des autres directions générales, parce que, par exemple, tout ce qui est cybersécurité, c'est plutôt la DG Connect, tout ce qui est transport, mobilité militaire, c'est plutôt la partie Move. Donc, c'est bien dans ce cas de se coordonner pour avoir ça. Et comme le document ne circulait pas, toutes les personnes qu'on interrogeait disaient bah non, on n'est pas au courant, ça doit sortir sous peu, mais on n'a toujours pas pu donner nos inputs, faire nos retours, etc. Voilà, ça veut dire que l'élaboration se fait en petit comité, que savoir qu'est-ce qui se passe, c'est compliqué, et pouvoir même pour les gens à l'intérieur de la machine essayer de pousser leurs idées, c'est très compliqué. On a beaucoup de questions qui commencent à nous arriver. Je vais essayer de les prendre les unes après les autres. Alors, il y a une question qui revient évidemment sur une actualité du moment, la directive Green Claims, qui est majoritairement suivie pour contexte par nos confrères d'Envie qu'on salue et nos confrères de Pouvoir également, mais dont on peut peut-être parler un petit peu ensemble. Alors, plusieurs questions. Est-ce que déjà la commission peut revenir sur son annonce de la retirer pour rendre, je mets entre guillemets, comme le fait Enrico dans sa question, coupable soit le Conseil ou le Parlement, et plus globalement, toujours en lien avec cette directive Green Claims, comment est-ce qu'on peut analyser la façon dont Ursula von der Leyen gère aujourd'hui la majorité au Parlement européen, en particulier sur les dossiers du Green Deal. Alors ça peut te concerner un petit peu, Arthur, ces dossiers Green Deal. On sent qu'il y a une tension quand même depuis le début du mandat autour de cette majorité. Je ne sais pas qui veut prendre cette balle qui n'est pas forcément très simple parce qu'on vit ce moment en même temps que vous, évidemment. Alors moi, je dis tout de suite, j'ai pas trop suivi Green Claim. Effectivement, c'est plutôt Laura et Maïwen d'Envie qui sont là-dessus. Oui, tant que la commission, de toute façon, n'a pas formellement retiré le texte, elle peut toujours dire, bon, bah, finalement, je ne vais pas le faire. C'est plus une décision politique. Après, il faut voir, est-ce que la pression venant du Parlement ou d'autres secteurs ou autres est là, mais elle peut toujours, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Après, il faut pouvoir l'assumer politiquement, puisque ça a été dit.
Et sur la tension qu'on observe au Parlement européen, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit aussi sur certains textes sectoriels? Est-ce qu'on voit ces lignes de force bouger entre les positions que peuvent prendre le PPE, par exemple? Du point de vue que j'ai, par exemple, on a un Parlement européen qui est plus à droite que le précédent, une commission agriculture qui l'est particulièrement. Et ce qu'on voit sur plusieurs textes environnementaux, pour le moment, mon impression, c'est vraiment que cette majorité, elle se fait au cas par cas. C'est-à-dire que parfois, et tout dépend en fait de la stratégie du PPE, qui va parfois chercher sur sa droite on a par exemple l'exemple du texte sur le transport des animaux qui est en cours d'examen dans les commissions transport et commission agriculture, où certains eurodéputés du PPE se disent finalement un amendement de rejet, parce qu'on n'est pas d'accord avec ce texte, qui serait soutenu par les conservateurs et l'extrême droite, c'est une bonne idée. Et on voit aussi, je discutais par exemple avec un conseiller sectoriel du groupe des Verts qui nous disait nous, au début du mandat, notre stratégie, c'était la majorité 3+1. Donc PPE, Renew, SND et les Verts, on est là à côté, on n'est pas officiellement dans cette majorité. Mais, ce qui était déjà la majorité précédente, finalement. Ce qui était déjà la majorité précédente. Mais il avait, donc c'était, je crois, en janvier, déjà un point de vue très pessimiste de se dire on est en train de se faire éjecter de cette majorité 3+1 et finalement il faut qu'on se pose la question. Il y avait beaucoup de discussions, je sais, au sein du groupe des Verts, de dire finalement quel est notre rôle là-dedans, parce qu'on voit bien que le PPE, et donc potentiellement Ursula von der Leyen, choisit en fonction du texte la majorité qu'elle veut, et elle a le Parlement européen plus à droite qui lui donne cette possibilité. Est-ce que ça, c'est quelque chose, Jean-Sébastien, qui est nouveau? Parce qu'on sait que le PPE a une forme quand même, on va peut-être pas dire d'hégémonie, mais il y a quand même une forte dominante depuis un certain nombre d'années ici sur cette bulle bruxelloise. Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau, qui évolue en même temps que l'actualité se fait, les majorités se construisent? Que le PPE ait autant le choix du roi, de savoir s'il veut aller vers la gauche ou vers la droite, oui, c'est vraiment nouveau. Parce que traditionnellement, il faut le rappeler, le Parlement fonctionnait vraiment sur le système un peu de la grosse coalition à l'allemande, PPE plus SND, qui avait la majorité à eux deux, mais ça c'est plus valable depuis 2019. Donc on avait vu cette majorité à 3 plutôt fonctionner avec Renew qui s'était rajouté. Mais finalement en 2019, le PPE était assez bloqué puisqu'il n'y avait pas de majorité alternative à droite. Donc il était obligé d'aller chercher sur le centre et la gauche. Et d'ailleurs, il l'avait assez mal vécu parce qu'il était prisonnier de cette majorité. Et à la dynamique qui était liée au Green Deal, etc., faisait qu'il était un peu suiveur. Et c'est pour ça que le retour de bâton est d'autant plus violent, qu'il y a un petit côté un peu revanchard de certains PPE qui ont l'impression d'avoir un peu subi le Green Deal pendant 5 ans. Ils n'étaient pas préparés. Je me souviens très bien, en 2019, on voyait le PPE qui voyait monter l'agenda Green Deal et qui n'était pas du tout prêt parce qu'ils n'avaient pas encore travaillé leur position, c'est quoi nos lignes rouges, qu'est-ce qu'on veut, notre vision. Donc ils étaient un peu en retard et ils se sont fait complètement dépasser par après une Ursula von der Leyen qui, elle, était à fond parce que le mandat des États membres était il faut faire le Green Deal. Et en bonne exécutante, avec une machine européenne de la Commission qui a plutôt bien fonctionné par rapport à ce qu'on lui a demandé, elle a fait le boulot. Là, c'est effectivement assez innovant d'avoir ce PPE qui peut un peu choisir. Je ne dis pas que ça n'existait pas par le passé. Ça pouvait arriver parfois qu'on ait des majorités un peu alternatives avec le CR du temps des Britanniques, mais c'était pas aussi structurant qu'aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Sébastien, très clair. J'ai 2 questions pour Arthur, toujours sur ce phénomène, ou en tout cas ce mouvement qu'on observe de concentration. Alors, première question qui est sur le dialogue stratégique spécifiquement, sur lequel on va revenir un peu plus en détail dans une deuxième partie. Alors, question de Sylvain, que j'adresse maintenant parce qu'il nous l'a posé assez tôt, qui nous rappelle qu'une assemblée de consultation parallèle au groupe de travail civil a été créée, que ça n'a abouti à aucun consensus. Je te cite le sigle que tu dois connaître, qui est un peu obscur pour moi, je le concède, EBAF, mais que Arthur connaît très bien. Et baf, voilà, on a la bonne personne en face. Donc Sylvain nous dit, fait ce constat: le Conseil des ministres et le PE demandent une PAC renforcée, réellement commune. Pourtant, von der Leyen impose des plans stratégiques nationaux globaux. On sait que c'est évidemment
tout l'objet du débat qui va commencer à s'ouvrir sur le prochain budget de l'Union, amenant potentiellement une renationalisation de la PAC. Comment une telle position peut-elle voir le jour et être imposée comme ça par Ursula von der Leyen, si tant est que c'est ce qui se passe à la fin de l'histoire et on en est un petit peu qu'au début. Voilà pour la première question de Sylvain. Je ne sais pas ce que tu peux lui répondre à ce stade. C'est compliqué. Très bonne question. Non, sur cette idée d'inclure la PAC dans maintenant on appelle ça des partenariats stratégiques et régionaux, c'est le nouveau nom qui a été donné à ces plans, donc qui seraient des enveloppes données aux États et qui ensuite qui seraient soumises à des conditionnalités. Donc par exemple en échange il faudrait faire des réformes par exemple sur l'état de droit, sur d'autres choses, et donc conditionner cette grosse enveloppe, et ensuite c'est aux États de choisir comment ils la répartissent entre différents fonds, entre différentes politiques, et donc potentiellement la PAC. C'est une idée qui a été mise sur la table par la Commission européenne, par Ursula von der Leyen et par le commissaire au budget. Ce qui est intéressant, c'est que quand on suit les questions agricoles au niveau européen, on a l'impression que tout le monde est contre. Parce qu'on a quasiment 27 ministres de l'agriculture qui sont contre, on a la commission agriculture qui est contre, on a beaucoup de gens, les parties prenantes qui ont participé au dialogue stratégique qui sont contre. Mais en fait, il faut aussi se dire que ce sont ces instances liées à l'agriculture, et que donc ensuite, cette idée de partenariats stratégiques et régionaux, elle a quand même une certaine résonance dans plusieurs gouvernements. Par exemple, parce que les ministres des Finances des États peuvent se dire, en fait, pour nous, c'est un intérêt parce que ça nous donne vraiment une grosse responsabilité. La main pour dispatcher des fonds ensuite et beaucoup plus de liberté, en fait. Tout à fait. Et ensuite, aussi, après, les États, les chefs d'État et de gouvernement peuvent se dire, c'est un moyen aussi d'adapter ce budget européen aux priorités du moment. En ce moment, on parle beaucoup de la défense, on parle beaucoup des questions commerciales avec justement la guerre commerciale qui a été lancée par le président américain. Et finalement, ils y voient un outil qui peut être très agile, beaucoup plus agile du moins que ce qu'il y a actuellement. Donc il ne faut pas penser non plus que cette idée sort de nulle part et que c'est la présidente de la Commission européenne qui l'a posée toute seule. Elle a quand même une certaine résonance ailleurs. Après, le problème qu'elle va avoir, c'est que la mobilisation en face est quand même assez massive. Par exemple, sur les questions agricoles, typiquement, on a mentionné le l'IBAF, là, cette instance de consultation qui a été créée. Sa dernière discussion a complètement déraillé parce que certaines organisations agricoles ont dit on refuse de parler de la PAC tant qu'on n'a pas de certitude sur son budget. Et donc, en fait, le consensus a explosé à cause de ça. Oui. Et voilà, on attend des présentations en parallèle les propositions sur la PAC et une partie du budget le 16 juillet. Peut-être que cette date sera revue au 3 septembre. Bon, sachant qu'à date, on n'a effectivement même pas la certitude de la ventilation des deux paquets, un le 16 juillet, un le 3 septembre. On ne sait pas encore ce qui sera à 15 jours. Ce qu'on entend, c'est que c'est l'idée qui a été mise sur la table. Il y a beaucoup de critiques, et donc peut-être que ça pourrait bouger, mais encore une fois, c'est Ursula von der Leyen qui a priori prendra l'arbitrage là-dessus, parce qu'on parle du budget européen, c'est quand même un sujet sur lequel elle a beaucoup de raisons de s'impliquer. Alors une question qui est un peu cœur de cible aussi pour Arthur, qui a évidemment beaucoup de sujets en ce moment qui résonnent avec l'actualité. Question de Viviane. Comment Ursula von der Leyen explique la conciliation d'un changement de pied sur l'agriculture avec un objectif partagé par d'autres secteurs de souveraineté alimentaire interne à l'UE, qui est aussi une marotte qui monte, comme la flexibilité, comme l'agilité budgétaire, effectivement, et l'adoption du Mercosur. Alors, il se trouve que toi, tu es un peu dans un moment là où le Mercosur t'occupe beaucoup. Je ne spoile rien, mais il y a un très gros contenu qui va arriver chez Contexte Agro très prochainement pour vous expliquer dans le détail quelles sont les positions des uns et des autres, les bouger en la matière. Est-ce qu'on peut répondre à Viviane? Est-ce qu'il y a vraiment un changement de pied, ou est-ce que finalement elle manie pas les deux facettes, certes souveraineté, mais en même temps continuer de construire des accords Alors il y a un changement de pied sur le volet agricole du Green Deal depuis ce nouveau mandat, c'est évident. Ça a commencé un petit peu en fin du mandat précédent parce qu'il y avait eu beaucoup de manifestations, et donc petit à petit il y a des premiers textes qui ont été rejetés puis retirés, je pense au règlement sur l'usage durable des pesticides. Et ensuite, là, ce nouveau mandat, on voit bien que la vision, la communication qui a été présentée par le commissaire à l'agriculture pour expliquer un peu tout ce qu'il allait faire pendant les 5 prochaines années,
revient sur beaucoup d'initiatives qui avaient été annoncées dans le cadre du Green Deal. On n'est plus du tout dans la même approche, on est beaucoup plus vers quelque chose de justement défendre la sécurité alimentaire, et quand on fait des mesures environnementales, ne plus passer par l'obligation, mais plutôt par des incitations. Ça, c'est vraiment la nouvelle approche. Après, comment est-ce que ça s'oppose ou non avec le projet d'accord commercial avec le Mercosur? Donc on attend le texte qui lance le processus de ratification, a priori d'ici lundi. C'est une très bonne question. Concrètement, en fait, il y a les arguments qui sont mis en avant par la Commission européenne, c'est de dire ce n'est plus le texte qu'on avait en 2019, on a rajouté tout un volet environnemental, on a l'accord de Paris qui devient une clause essentielle dedans, on a des clauses de sauvegarde sur l'agriculture, on vous propose même un fonds de 1 milliard d'euros au cas où, malgré toutes les sauvegardes qu'on a mis pour l'agriculture, on ait besoin de compenser ça. Et donc, elle explique ça, clairement ça ne satisfait pas les opposants à cet accord qui sont assez nombreux, mais en fait, le moment est quand même bien choisi pour elle, dans le sens où, vu le contexte commercial, vu le contexte géopolitique, la Commission européenne insiste beaucoup, le commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič, insiste beaucoup sur le fait qu'un des pieds sur lequel la Commission européenne peut s'appuyer pour répondre à Donald Trump, c'est de diversifier nos échanges commerciaux, et donc typiquement d'aller voir les pays du Mercosur en disant on a besoin de ce partenariat, comme ça on substitue un petit peu aux États-Unis, ce qui n'est pas du tout faisable pour plein de produits de secteurs en particulier, mais c'est vraiment la démarche. Et finalement, en disant on limite la casse sur le volet environnemental et on a besoin de cet accord, c'est peut-être comme ça qu'elle va réussir à faire pencher la balance de son côté, notamment au Conseil. Ouais, d'essayer de convaincre qu'il y a un devoir de réalité dans cette affaire. Alors, avant de conclure cette première partie, je vais me retourner vers Jean-Sébastien pour une dernière question un peu plus macro. On l'a déjà évoqué, on a un peu l'impression qu'aucune figure n'émerge là vraiment dans ce collège, contrairement aux autres mandats. Est-ce que c'est quelque chose qui est une fin en soi, ou est-ce qu'on peut voir on voit par exemple une Teresa Ribera qui commence un petit peu à redonner de la voix? Est-ce que ça peut évoluer dans les mois à venir éventuellement, et à quelles conditions? Ça, c'est la grande question. Oui, Teresa Ribera était perçue comme, on va dire, la figure de proue pour la gauche à la Commission, face à une quinzaine de commissaires PPE. Mais pour l'instant, ça reste très discret. Alors, on peut avoir plein d'éléments. Le fait que il faut le temps pour qu'elle prenne ses marques. Il faut aussi qu'elle gère une grosse direction générale. Je veux dire, la concurrence, c'est pas rien. C'est aussi contraignant. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'indicateur précis qui vont nous laisse penser que d'ici 6 mois, on aura une commission un peu plus équilibrée, avec des voix capables de porter, comme un Timmermans, une Vestager, un Breton, ou d'autres par le passé. À voir. En tout cas, clairement, par contre, ce qui est clair, c'est que les indicateurs, c'est Ursula von der Leyen veut une commission où rien ne dépasse. Donc, si ça venait à se produire, comment elle réagirait, comment elle le vivrait? Elle n'a pas très bien vécu la rivalité avec Breton. Résultat, il n'est plus là. Donc, elle a un peu gagné le match. Et elle a complètement. Là-dessus, oui. Et on a une dernière question qui nous est arrivée sur le fil d'Enrico, qui s'adresse à toi, Jean-Sébastien, compte tenu de la dynamique du pouvoir que tu décris. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le pipeline omnibus, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est cette vague de grands textes de simplification d'une législation existante, y compris environnementale, devienne un peu plus clair et prévisible au cours des prochaines années? On entend derrière la question d'Enrico qu'en fait, c'est difficile d'avoir une prévisibilité parce que ça arrive un petit peu comme ça au compte-gouttes. Dans quelle mesure est-ce que ça va vraiment dépendre des priorités de von der Leyen ou de la capacité des stakeholders éventuellement à pousser des wishlists dans l'agenda du Berlaymont? En gros, on entend derrière une question de
qui a la main là-dessus, qui décide vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas un agenda aussi caché qui arrive aussi par une forme de lobbying Alors, des bien sûr, il stakeholders? peut y avoir des secteurs qui poussent en faveur de tel ou tel omnibus, etc. Après, c'est pas non plus Ursula von der Leyen, et Arthur l'expliquait bien aussi, qui décide tout toute seule. C'est-à-dire que oui, c'est elle qui a la manœuvre, c'est elle qui veut avoir le dernier mot, etc. Mais quand elle décide de faire des omnibus, la demande vient des États membres à la base. C'est eux qui disent depuis plus d'1 an, au moment des élections et même avant, on veut de la simplification, on veut moins de textes sur le Green Deal, on veut une pause réglementaire, comme disait Macron, message etc. bienvenue de la France. Voilà, donc en von der Leyen a un petit côté, si vous me permettez l'expression, un peu contre le fric, mais ce qu'elle fait ne vient pas de nulle part. Et au fond, elle fait très bien ce qu'on lui demande de faire. Et elle veut que ça soit fait à sa manière. C'est pour ça que... voilà. Donc, est-ce qu'on aura une visibilité sur les omnibus ? Les omnibus, on a déjà un petit programme qui s'étale jusqu'à la fin de l'année, début d'année prochaine. Bien occupé. Voilà, bien occupé. Chaque secteur a le sien. On a eu sur la défense récemment. On en a d'autres qui vont arriver. On a la révision de Reach aussi, par exemple, sur l'environnement qui est attendue. Donc, est-ce que finalement, ça ne sera pas une sorte de gros omnibus ou voilà. Et puis, on n'est jamais à l'abri du fait qu'on décide d'en faire d'autres, qu'il se soit décidé d'en faire d'autres parce que une nouvelle priorité politique émerge, parce que les États membres, d'un coup, se réveillent sur un sujet ou qu'il y a un sujet de concurrence qui émerge avec les États-Unis. Voilà, faut pas oublier aussi, je pense qu'au-delà des enjeux purement les Européens veulent simplifier des choses ou ils estiment qu'on a été trop loin sur d'autres, il y a aussi peut-être une rivalité avec les États-Unis qui, eux, sont dans une démarche de on coupe les règles, on fait sauter les verrous, etc. Est-ce que ça va pas ? Et on l'a déjà entendu au Conseil, certains ministres dire, comme les Américains dérégule, on doit aussi s'aligner, donc faut voir comment ça joue. Donc une prévisibilité des omnibus, je sais pas. Je suis pas convaincu sur... il y aura toujours des surprises. Et on voit aussi, c'est ça qui évolue, c'est que plus on avance récemment, il y a une plus grande instabilité des priorités politiques. On voit des choses émerger d'un coup, alors que, on a le programme de travail de la Commission sur 1 an, sur 2 ans, etc. Commercial, la défense... Mais voilà, il y a des choses qui pop-up, et là, d'un coup, il faut tout changer. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu Trump, il y a la compétitivité internationale, etc. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Et pour aller plus loin et clore cette première partie consacrée au système pyramidal, on va continuer de prendre vos questions évidemment et de les insérer au fil de ce live. Je vous oriente à nouveau sur cet article signé Anna Hubert avec l'aide de Jean-Sébastien Lefebvre ici présent. Von der Leyen 2, l'hyper-présidente. Vous pouvez aussi reconsulter évidemment notre grand tableau de bord des rapports de force entre les institutions au sein de l'UE qu'on avait lancé au moment des élections européennes. Il existe dans 2 version française et version également en anglais. On vous partage les 2 dans le chat. Et cela nous amène à notre deuxième partie où on va explorer un peu plus les outils et la méthode au service de cette concentration des pouvoirs, agriculture, automobile, acier, chimie, droit de douane. On l'a dit depuis le début du second mandat d'Ursula von der Leyen, elle multiplie ces fameux dialogues stratégiques. Alors l'objectif c'est quoi ? C'est donner une touche consultative à son second mandat. Et le premier constat, Arthur, on peut commencer par le point de départ, c'est que le premier dialogue que tu as suivi, pour contexte consacré à l'agriculture, a été plutôt une réussite. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, au moins pour... La première période qui a été celle de ce dialogue, c'est que donc il a été lancé officiellement au début de l'année 2024, alors qu'on était en pleine manifestation d'agriculteurs dans les rues de Bruxelles devant le Parlement européen, avec beaucoup de revendications autour de une surcharge des réglementations environnementales, mais aussi justement les questions commerciales. Le Mercosur était dans le sujet. La Commission européenne a fait le constat que en fait, c'était impossible de discuter de ces sujets-là de manière apaisée, qu'il y avait vraiment une opposition frontale entre notamment les organisations environnementales et les organisations agricoles. Et donc, elle a décidé de réunir, pour 7 mois de réunion tout de même, une trentaine de parties prenantes. Donc, on avait par exemple le Copa-Cogeca, on avait aussi Greenpeace, on avait l'agriculture biologique, les jeunes agriculteurs, des représentants de la distribution aussi. Et donc... la première réunion, on sait qu'elle a été très tendue, qu'on partait de très loin. Et finalement, après 7 mois de réunion, en septembre 2024, toutes les parties prenantes, donc ces 30 organisations, ont produit un document, un ensemble de recommandations qui fait tout de même 120 pages. Personnellement, je m'attendais vraiment à quelque chose en me disant un consensus mou, quelque chose avec des engagements un peu clairs. Il y a certains sujets qui ont été clairement éludés. Par exemple, il n'y a pas d'objectif chiffré de réduction de l'usage des pesticides,
parce que c'est un sujet très sensible. Mais par contre, sur d'autres thèmes, notamment la PAC, on a découvert des recommandations finalement assez ambitieuses, parce qu'on nous parle tout de même de sortir progressivement des aides à l'hectare, de revoir les paiements directs, c'est-à-dire de vraiment les cibler vers les agriculteurs qui en ont le plus besoin. Et ça, typiquement, d'avoir le Copa-Cogeca, Greenpeace, BirdLife ou les jeunes agriculteurs européens qui co-signent un document pareil, c'était une belle surprise. Ça a d'ailleurs surpris plusieurs membres de ces organisations, des membres au niveau national. Donc globalement, on a plusieurs sources qui nous ont dit ce document, enfin ce travail, c'est un véritable coup politique qui a été très bien réussi et qui ensuite a infusé et a défini largement la feuille de route du nouveau commissaire à l'agriculture. Donc finalement une première réussie, mais bon après depuis s'en sont empilés une série d'autres sur différentes thématiques. L'étiquette est toujours un peu la même, on parle de dialogue stratégique, mais finalement on a l'impression qu'aucun ne ressemble à un autre. On avait une question ce matin qui nous est arrivée en amont de ce live où on nous demandait que faut-il penser de cette méthode ou de ce format. Est-ce qu'il y a vraiment un format dialogue stratégique qui existe ou alors c'est juste une étiquette qu'on va coller là Alors c'est compliqué à dire parce que, comme tu l'as dit, il y a vraiment eu au début du nouveau mandat une véritable frénésie de la création des dialogues stratégiques. Donc après l'agriculture, on a eu l'automobile, l'acier, la chimie. On a ensuite quelque chose qui a été qualifié de dialogue stratégique, mais qui était plutôt une réunion pour parler de la réponse aux droits de douane aussi. Sur l'industrie. Sur l'industrie, exactement. Le problème, c'est que d'un exercice de consultation qui a duré 7 mois, on est passé, par exemple, pour l'automobile à 2 semaines de réunion, ce qui est déjà pas mal, avec plusieurs commissaires qui se sont impliqués dans le sujet. Mais par exemple, le dialogue stratégique sur la chimie, c'est des réunions de 2 heures où chaque participant a pu prendre la parole 3 minutes, juste pour donner son point de vue. Donc vraiment, on a plusieurs organisations, notamment des industriels de la chimie, mais aussi des organisations environnementales qui ont participé à ce dialogue, qui nous ont dit, en fait, c'est un peu un dialogue de sourds, parce qu'on parle 3 minutes et après c'est fini. Donc, et surtout, ces nouveaux dialogues stratégiques-là n'ont pas du tout le même objectif. Il n'y a pas un objectif de consensus, il n'y a pas un objectif de proposer 120 pages de recommandations à la fin. C'est beaucoup plus ponctuel et sur des sujets assez techniques. Donc finalement, la franchise dialogue stratégique garde le nom, mais ça devient un peu plus low cost, quoi. Donc c'est de plus en plus rapide. Il y a tout de même une logique qu'on retrouve assez largement, et c'est peut-être plutôt dans la manière dont la Commission européenne construit ces dialogues stratégiques-là, c'est que elle a vraiment la main mise à toutes les étapes, c'est-à-dire au moment de la sélection des participants, au moment de l'organisation, de savoir de définir le cadre, comment vont se dérouler les réunions, quel va être l'objectif, qui va venir quand, et aussi sur l'utilisation qu'elle fera ensuite des recommandations et de toutes les productions qui sortiront de ces dialogues stratégiques. Et sur le dialogue spécifiquement sur la chimie, je vous conseille cet article de Laura Mercier qu'on va vous repartager dans le chat. À Bruxelles, un dialogue stratégique sur la chimie qui n'en était pas vraiment un, écrit, je crois, au soir de la première ou de la deuxième réunion, dans une première réunion, dans une soirée un peu tardive, et qui décrit cette espèce d'incongruité, de discussion qui n'en est finalement pas une, de parties prenantes qui sortent de là un petit peu déboussolées. Donc c'est vraiment Et surtout, à la fin de la première réunion, ils ont annoncé un deuxième dialogue stratégique sur la chimie. Exactement, ce qui a déboussolé un petit peu tout le monde. Jean-Sébastien, avant de prendre vos questions en ligne et de revenir sur certains points un peu plus précisément, est-ce que ce format, il est nouveau? Est-ce qu'il y a eu des précédents? Est-ce que c'est une méthode qui avait besoin d'être ajoutée parce qu'on manquait de plateformes de consultation sur certains sujets? Voilà, question un petit peu ouverte. Que la Commission organise des sortes de forums, on peut appeler ça comme on veut, pour essayer d'avoir l'avis de tout le monde et des parties prenantes, en soi, c'est pas nouveau. Par contre, qu'il y ait ce terme qui émerge, voilà, cette franchise, comme dit Arthur, qu'on en mette un peu partout. Le format sur l'agriculture, oui, il y avait un côté un peu innovant, très poussé pour essayer de mettre fin, voilà, aux oppositions un peu frontales, etc. Là où on en est rendu aujourd'hui, avec des choses, voilà, qui durent une demi-journée ou autre, non, on n'a pas connu, voilà, ce côté, voilà, plein de dialogues stratégiques juste pour faire des dialogues stratégiques sans trop comprendre. On a plus l'impression qu'on est dans la logique on en fait un, comme ça on met un tampon dessus, et ça permet, plante un petit drapeau, quoi. Voilà, et surtout ça permet de valider derrière des propositions que la Commission va faire en disant regardez, on vous a écouté. Mais ce genre de dialogue avec les industriels ou les ONG ou autres, ils le disent eux-mêmes, on est capable de les avoir dans d'autres cadres. On l'a déjà, il y a des consultations publiques, il y a des rendez-vous, il y a des conférences. Moi je veux dire, Bruxelles,
Bruxelles a déjà tout ce qu'il faut là-dessus. Donc, la finalité commence un peu à être compliquée à voir parce que ça veut tout et rien dire. Alors, je reprends une question de Sylvain, peut-être pour toi, Arthur, qui réagit au fait qu'on évoque un succès pour le dialogue stratégique sur l'agriculture. Sylvain nous précise aucune des recommandations du dialogue sur le budget de la PAC, sur la cohérence avec la politique commerciale, sur l'approche européenne ne sont reprises dans les travaux législatifs en préparation. Un dialogue de sourds que lui n'appelle pas un succès, en tout cas Sylvain. Alors, on n'est pas là pour nous juger mais uniquement pour de donner l'analyse qu'on a pu avoir, y compris des stakeholders à ce moment-là et des parties prenantes et de notre lecture. Est-ce que concrètement, avec un petit peu quelques mois de recul, toi, tu vois qu'il y a quand même des choses qui sont reprises, qui viennent de cette base-là, tu as commencé à les évoquer, mais qu'on n'a pas tout jeté en fait à la fin? Oui, alors en fait, justement, ce qui est intéressant, c'est quand je parlais de succès, c'est sur les 7 premiers mois qu'ont duré le dialogue, et peut-être les quelques mois qu'on suivi jusqu'au début du mandat, parce que les recommandations du dialogue se sont retrouvées dans la lettre de mission du commissaire Christophe Hansen. Mais ensuite, on voit bien que déjà, c'est pas une convention citoyenne dans le sens la Commission européenne ne s'est jamais engagée à reprendre telles quelles toutes les propositions, et ça c'est quelque chose d'assez important parce que dès la lettre de mission et ensuite dès son audition, par exemple, le commissaire Christophe Hansen et Ursula von der Leyen aussi ont fait de la sélection dans les suggestions. Donc il y a des choses qui sont encore des objectifs de la Commission européenne, typiquement le ciblage des paiements directs, typiquement d'avoir une architecture verte de la PAC qui obéisse plutôt à des incitations qu'à des obligations. C'est ce qu'on devrait avoir a priori dans les propositions qu'on attend donc, en juillet a priori. Mais il y a des choses où la Commission européenne a clairement donné une fin de non-recevoir. Sur le budget de la PAC, le commissaire à l'agriculture dit effectivement c'est pas de mon ressort, c'est pas moi, il faudra voir avec le commissaire au budget. Il y a d'autres choses, par exemple, les participants au dialogue stratégique ont recommandé la création d'un fonds pour la transition juste de l'agriculture, ce qui existe déjà dans d'autres domaines. Le commissaire à l'agriculture nous l'a dit quand on l'a eu en interview, qu'il n'allait pas reprendre cette proposition parce que de toute façon ça dépend du prochain cadre financier pluriannuel. Et a priori, c'est pas dans les priorités. Donc ça, c'est un exemple de voir ce qui n'a pas été repris. Mais ensuite, il y a certaines choses qui sont dedans, et après, la Commission européenne se donne la liberté de sélectionner. Et finalement, on voit bien que ce dialogue stratégique était peut-être un succès au début, parce qu'il a réussi plutôt dans la démarche, en fait, parce qu'il a réussi à dépolariser le sujet. Le consensus commence vraiment à s'étioler avec, je vous ai parlé de l'IBAF avant qui n'arrive plus à faire de recommandations sur la PAC, donc on arrive un peu aux limites de cet exercice. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors il nous reste 2 minutes, le temps file évidemment comme à chaque fois. On a 2 questions qu'on peut encore adresser qui vont permettre peut-être de faire une sorte de wrap-up de l'ensemble. Question d'Aurore que je donne mais sans qu'on puisse forcément aller très loin aujourd'hui. Qu'en est-il des dossiers numériques et médias? La commissaire Virkkunen semble effacée. Van der Leyen est-elle à la manœuvre? Alors c'est un gros sujet, le portage politique de ces dossiers tech et médias pour Contexte Tech et Contexte Média, pour Marie Colin, Léo Lichtwood et évidemment Guénaël Pépin, qui suivent tout ça pour Contexte Tech et Média et qui essayent de le feuilletonner. Je vous invite à lire leur briefing, à suivre ce qu'ils font en direct. On n'a pas forcément l'expertise pour répondre à leur place et on n'a pas vocation à le faire aujourd'hui. Mais effectivement, de fait, il y a une forme de... Ce qu'on peut dire, c'est sûr qu'il y a un contraste avec la méthode Breton. Je pense que il faut voir ça par rapport à... On avait un commissaire avant qui était très, très présent, très vocal, qui était aussi très frontal parfois aussi. Là, c'est sûr que la méthode Virkkunen, beaucoup plus effacée. Et après, il y a aussi le fait que les sujets numériques, étant maintenant un peu dans l'œil du cyclone avec les droits de douane, la relation aux États-Unis et tout ça, il y a une reprise en main, là forcément par Ursula von der Leyen, et pour l'instant le mot d'ordre c'est pas de vague, on se fâche pas avec les Américains, on voit où est-ce qu'on atterrit, on fait vivoter les choses, mais on y va doucement. Et en plus, faut pas non plus aussi trop se brouiller avec les Chinois, les grandes plateformes de commerce, etc. Parce que il y a aussi cet enjeu de rééquilibrer parfois aussi les relations, comme les Américains c'est plus compliqué. Voilà, donc oui, il n'y a plus ce portage, mais je pense que c'est plus ou moins voulu par la Commission qui est en mode
faut faire attention, sujet sensible. Et il y a une question qui permet peut-être un peu de faire la synthèse, celle d'Edouard, qui nous fait une sorte de listing de l'accumulation des tensions liées à la manière de faire d'Ursula von der Leyen. On parle aussi un petit peu de Pfizergate, de Green Claims, de l'article 122. Est-ce qu'on peut envisager une fronde, nous demande Edouard, au Parlement européen, à un moment donné, qui coaliserait les mécontentements et amènerait à une certaine forme de point de rupture? Est-ce qu'on a une réponse à apporter à Edouard? Faudrait aller loin. Aujourd'hui, on est quand même très très loin de ça. Il y avait déjà eu des mécontentements dans le premier mandat, par exemple, quand elle avait fait le deal avec la Hongrie sur l'état de droit, etc. Il y avait eu des menaces de censure. Certains disaient on va voter une motion. Ça s'est pas concrétisé. Là, il faudrait que vraiment tout le monde estime qu'elle a été trop loin, au-delà de, je sais pas, juste le parti, voilà, le groupe socialiste ou centriste. Et ça serait pour mettre quoi derrière? C'est pas forcément évident. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que, pour l'instant, ça peut aussi satisfaire certains. Le PPE est très content. Tout ce qui est à droite du PPE, ultra-conservateur, extrême droite, ils ne sont pas non plus ultra mécontents. Il y a des choses qui ne leur plaisent pas, comme toujours. Mais il y a aussi des choses où, finalement, ils disent qu'ils arrivent à peser. Il y a un enjeu chez Renew encore d'arriver à se positionner. Et les États... On n'entend pas de la part des États le fait qu'ils soient mécontents. Alors, c'est pas eux, bien sûr, qui pourraient la mettre dehors, mais il y a ça. Eux, au fond, que ce soit von der Leyen qui gère, pour l'instant, ça leur va. C'est ce qu'on entend, ce que nous disent les diplomates. Oui, on sait que c'est un petit peu vertical et que les commissaires, tout ça, les diplomates sont très conscients de comment ça se passe, mais ils disent d'une que c'est pas à eux de gérer la commission, et de deux, tant que ça fonctionne. Après, si au fond ça fonctionne plus au bout d'un moment, s'il y a une fronde des commissaires, s'il y a une fronde du Parlement, ou je sais pas si elle devient trop allemande parce que justement il n'y a pas de contre-pouvoir et elle privilégie un pays par rapport à d'autres et que les autres estiment qu'ils ne sont plus assez représentés, ça pourrait. Mais là, on n'est pas encore rendu à ça. Non, loin de là. Et merci beaucoup. Il est déjà l'heure de se quitter pour ce live. Il est un peu plus d'11h45. Merci pour votre temps. On a un peu débordé. C'est la fin donc de ce live. Merci pour votre fidélité. Merci à Jean-Sébastien, à Arthur évidemment pour leurs éclairages, à Samuel et à Yanis pour la modération de nos échanges, à Nicolas Kefelec et Frédéric Dubosc pour notre beau décor. Vous allez recevoir dans quelques minutes un lien vers un questionnaire, 1 minute à peine pour y répondre. N'hésitez pas à le remplir, vraiment ça nous aide à améliorer nos contenus. Je vous dis à très vite. Pour aller plus loin, évidemment, je vous invite à vous promener sur contexte.com, à naviguer dans nos différentes éditions, à aller visiter ce qui se passe pour Energy, notre dernière née en anglais, et à vous plonger dans les briefings de Contexte. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Merci encore pour votre fidélité.